Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour cet atelier dédié à la leader advocacy. On va se poser la question de quelles sont les clés pour aider vos dirigeants à bâtir leur influence sur LinkedIn. Juste une question pour commencer, parce qu'il y a quelques informations qui sont similaires. Est-ce que certains d'entre vous étaient à la présentation hier? Oui. D'accord, donc oui. Donc vous allez retrouver quelques slides, mais rassurez-vous, il y a beaucoup de choses différentes aussi par rapport à ce qu'on s'est dit hier. Donc on a vraiment parlé de la leader advocacy. Moi je suis Gilles Prigent, je dirige Story Jungle. Story Jungle est une agence d'influence. On travaille l'influence des entreprises d'une part, donc le haut de funnel, et la performance B2B, c'est donc la génération de leads, etc. Au passage, la leader advocacy peut être un outil très très efficace pour ça. On ne va pas forcément l'aborder ici, mais si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à venir me voir et je vous expliquerai. On a la particularité d'être partenaire de contenu de LinkedIn, le seul en France, l'un des 12 dans le monde. On travaille avec des entreprises de toute taille, mais notamment avec des grands groupes, la moitié du CAC 40, mais pas uniquement. Voilà. Et sur le sujet d'aujourd'hui, on a lancé en fait un observatoire de la leader advocacy en 2023 qui a publié un certain nombre de baromètres que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc n'hésitez pas à aller les télécharger. Notamment le baromètre de la leader advocacy des dirigeants du CAC 40 ou celui de l'activité des journalistes économiques sur LinkedIn, dont on va parler dans cette présentation, parce que ça va nous donner un certain nombre d'insights. Donc l'idée, c'est pas de focaliser cette présentation sur ce que les dirigeants du CAC 40 devraient faire. On va s'adresser vraiment à tout type de dirigeants, mais on va aller piocher les bonnes pratiques et les insights dans ces études. Donc l'idée de ce matin, c'est de se poser la question d'abord, est-ce qu'on peut vraiment utiliser LinkedIn pour bâtir son influence? C'est la première question qu'on va se poser. On va essayer de regarder justement quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut retenir de ce qu'on voit au sein des COMEX des grands groupes. C'est intéressant parce qu'ils ont, ils ont des moyens, ils ont beaucoup de gens qui réfléchissent, et donc c'est toujours intéressant de regarder un peu ce qu'ils font. Et donc, qu'apprend-on des dirigeants du CAC 40 et quelles sont les bonnes pratiques à adopter? Alors, peut-on être influent sur LinkedIn? LinkedIn, c'est la seule place dans laquelle vous allez pouvoir toucher l'ensemble de vos cibles corporate. Bien sûr, vos collaborateurs, mais aussi vos clients, mais aussi les journalistes, on va y revenir. Et d'ailleurs, pourquoi pas, si vous êtes dans une démarche d'affaires publiques, on va sortir des analyses sur ce sujet. Vous avez aussi beaucoup de politique. On est dans une année présidentielle, comme vous le savez. On est rentré dans la campagne. Et donc, c'est une cible qui, évidemment, s'est beaucoup mobilisée sur tous les réseaux et en particulier sur LinkedIn. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'influence? L'objet du sujet d'aujourd'hui, ça va être effectivement le pouvoir d'agir sur son écosystème pour influencer les opinions et les décisions. Mais globalement, évidemment, c'est aussi aller chercher de la capacité à être visible auprès de ses clients et générer finalement plus de business pour l'entreprise. Alors, publier sur LinkedIn, la première chose qu'on peut dire, et c'est là où vous avez peut-être, pour ceux qui étaient là hier, retrouvé un certain nombre d'informations, déjà, ça vous permet d'être présent dans les LLM. Donc il y a un certain nombre d'études qui sont sorties, de SEMrush, Postlight, etc., qui montrent que les posts LinkedIn, et surtout les posts longs, c'est-à-dire tout ce qui est newsletter par exemple, sont très bien référencés dans LinkedIn. Pourquoi? Parce que LinkedIn, c'est quand même une source de confiance. C'est le premier réseau social en termes de confiance. Ils trustent cette première place depuis toujours. Ça fait 15 ans qu'ils sont premiers en termes de confiance. Et puis, c'est un réseau business avec des gens qui donnent des insights, etc., des analyses, de la vision, etc. Donc, évidemment, ça peut vraiment nourrir les LLM. Mais ce qui est nouveau depuis l'année dernière, c'est qu'avec LinkedIn, on peut aussi obtenir des retombées presse. Et ça, j'en parlais hier déjà, c'est quelque chose qui est encore assez peu exploité. Alors, on a interrogé récemment Charlie Perrault, qui est la directrice du service média et tech et média des Échos,
et qui nous donnait un certain nombre d'insights. Elle nous disait, la direction nous demande d'être très présente sur LinkedIn. Moi-même, j'y vais le matin et le soir pour faire ma revue de presse. Et j'ai déjà trouvé de nombreux sujets d'articles. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des choses intéressantes à nous dire, on pourra regarder. Bon, c'est important de garder la deuxième partie de la phrase, si vous avez des choses intéressantes à nous dire. Mais ça veut dire que les journalistes sont présents et ont une écoute active sur LinkedIn. Donc on peut obtenir des retombées presse sur LinkedIn. Alors nous, l'année dernière, et c'est encore quelque chose que je présentais un petit peu hier, on avait fait une étude, et on va l'actualiser en septembre, sur justement la présence des journalistes économiques et l'activité des journalistes économiques sur LinkedIn. Et en fait, ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils étaient présents, actifs et influents. Alors sur notre panel de 602 journalistes qu'on a analysé, de 603 journalistes, en fait, on avait 91% qui étaient présents sur la plateforme et actifs, avec une activité qui a bondi de 39% entre 2024 et 2025. 2024, c'est le moment où Musk a racheté X. Et donc, les journalistes comme les dirigeants ont fui X, enfin les dirigeants ont fui X et les journalistes économiques ont emboîté le pas. Et on se rend compte, quand on analyse ce qu'ils font, alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais qu'ils sont arrivés sur la plateforme en faisant en fait des tweets, et puis progressivement, ils ont appris les codes de la plateforme, et ils ont appris à s'en servir, et à faire des posts, des vidéos, etc. etc. Et aujourd'hui, quand on regarde les ratios de réactions sur commentaires, de commentaires sur réactions, de réactions sur commentaires, de republications sur commentaires, en fait, on se rend compte, bon, c'est le contraire, mais peu importe, on se rend compte qu'ils ont des ratios équivalents à ceux des influenceurs. Ça veut dire qu'ils arrivent vraiment facilement à déclencher des discussions. Ce ratio, par exemple, sur les dirigeants du CAC 40, il est beaucoup moins bon. C'est-à-dire que typiquement, ils vont déclencher des commentaires toutes les 12 réactions. Là où, pour les dirigeants du CAC 40, ça va être plutôt toutes les 40 réactions. Donc voilà. Mais pour vous dire qu'ils ont cette capacité à déclencher de la conversation. Donc, c'est une cible présente et active, et donc il faut les cibler pour obtenir des retombées presse, pour, encore une fois, faire connaître votre activité et notamment vos dirigeants. Point important, ça ne sert à rien de les cibler avec une page entreprise. On peut les cibler, vraiment, il faut les cibler avec les pages des leaders, dans une démarche de leader advocacy. Alors, je donne un exemple. Quand on a publié ce baromètre, on a déclenché pas mal de discussions avec des journalistes économiques, et on a eu des reprises, notamment de Salomé Saké, qui était première du baromètre, qui a publié le baromètre avec évidemment un impact très fort, et avec un lien vers notre étude, ce qui a généré évidemment beaucoup de téléchargements. Donc les retombées, ça existe, c'est une réalité. Et ça vous génère après des retombées, y compris des retombées business, parce que dans ces retombées-là, alors on avait beaucoup de journalistes, mais on avait aussi des gens qui nous intéressaient, dans les gens qui ont téléchargé ce baromètre. Alors la question, c'est comment les toucher. Alors il y a un format que vous connaissez, j'imagine maintenant, c'est les Thought Leader Ads. Est-ce que parmi vous, certains ont déjà utilisé ce format ? Je ne vois pas de main. Ah, une main. Vous n'avez pas utilisé ce format, Thought Leader Ads, encore ? Alors, le format Thought Leader Ads, c'est un format qui permet de promouvoir les posts alors, initialement, c'était des collaborateurs de votre entreprise, et ça a été étendu par LinkedIn. Maintenant, vous pouvez promouvoir les posts de n'importe qui, y compris d'un influenceur, si vous le souhaitez, sur LinkedIn, donc quelqu'un d'extérieur à votre société. Et globalement, alors évidemment, là, le dessin est très... on ne voit pas bien, mais si vous voyez sous le nom de Ryan Roland-Slicky, vous verrez Promoted by LinkedIn. En fait, il y a une petite mention qui dit que le post est sponsorisé. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus discret que ce qu'on voit sur Instagram. Et donc, les journalistes, les gens vers qui vous ciblez en fait, ces posts ne se rendent pas compte. Et en fait, ce format de sponsoring est 2,3 fois plus efficace, nous, dans nos benchmarks à nous. Alors ça, c'est le chiffre de LinkedIn, mais dans nos benchmarks à nous, c'est mieux encore plus, c'est plutôt x3, x4, que quand on fait du sponsoring sur une page entreprise. Donc vraiment, le sponsoring des postes des dirigeants, c'est
particulièrement efficace. C'est la méthode pour installer vos messages. C'est la méthode pour toucher les journalistes notamment, si votre objectif c'est de créer de l'influence, mais c'est aussi bien sûr la méthode pour toucher vos clients. Alors, avec les Thought Leader Ads, vous touchez l'ensemble de vos cibles corporate, qui sont prioritaires. Ce que vous ne faites pas en revanche, c'est que vous n'amplifiez pas le nombre d'engagements. Ne vous attendez pas à avoir plein de likes, etc. Pourquoi ? Parce que si vous faites bien votre travail de ciblage, vous allez cibler les cibles, ce qu'on appelle les cibles silencieuses. C'est-à-dire les gens qui ont, typiquement si je reprends cet exemple des journalistes, ils ne vont pas liker le post du dirigeant. Par contre, ils vont le voir passer et potentiellement, et on le voit de plus en plus, ils vont reprendre un verbatim pour leur article. Où ils vont déclencher une interview, etc. Les clients, c'est pareil, souvent ils ne likent pas, mais par contre, ils ont l'information et ils en tiennent compte pour la suite. Par contre, ça vous fait sortir de l'audience interne. Alors, on l'expliquait là, c'était plus ce sujet d'hier, de la présentation qu'on faisait. Il y a une vraie trappe interne sur LinkedIn. Vos posts, ils circulent beaucoup en interne. Surtout si vous avez une société qui dépasse les 100, 200 collaborateurs, ça tourne en interne vos posts. Et donc, l'importance des Thought Leader Ads, c'est pour justement que vos posts arrivent sous les yeux des bonnes personnes. Donc vous touchez les audiences silencieuses, je l'ai dit, et vous créez vraiment votre communauté, puisqu'après vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du retargeting, c'est-à-dire que les gens qui ont engagé avec votre post, et l'engagement pour LinkedIn, c'est juste cliquer sur lire la suite, ce qui est un engagement très important que vous ne voyez pas dans les statistiques organiques, mais que vous voyez dans les statistiques paid. Quand vous faites des Thought Leader Ads, vous avez cette information. Et là, vous savez quelle est la réalité de l'engagement que vous avez créé. Et cette communauté de gens qui ont cliqué sur lire la suite, ne serait-ce que ça, vous allez pouvoir les retargeter dans vos publicités par la suite. Et on a posé la question à Charlie Perrault, est-ce que vous voyez ces publicités? Et sa réponse a été en fait, elle nous a fait des réponses complètement à côté, en disant oui, on voit des décideurs qui font des pubs, etc. En fait, on a compris qu'elle ne voyait pas que les posts étaient sponsorisés et sponsorisés vers elle. Donc, elle ne voit pas les posts sponsorisés. Donc, ça veut dire que vous pouvez vraiment y aller. C'est vraiment une bonne méthode pour toucher les audiences qui vous intéressent. Là, on parle des journalistes, parce qu'on parle d'influence, mais vraiment, encore une fois, les clients, ou bien sûr les talents, etc. etc. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans la recette de cuisine. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour accompagner vos journalistes pour qu'ils puissent émerger sur LinkedIn, vos journalistes, vos dirigeants, pour qu'ils puissent émerger sur LinkedIn. Alors là, on va se regarder ce qui se passe au niveau du CAC 40. C'est toujours un bon indicateur pour voir un peu ce qui se passe. D'abord, un chiffre qui ne concerne pas forcément vos entreprises, mais en fait que vous pouvez indiquer à vos directions. Parce que souvent, on voit des directions qui disent « ouais, moi ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de le faire, etc. Je n'ai pas envie d'y aller ». Sur les 545 membres des COMEX du CAC 40, on en a 432 qui sont actifs. En fait, 80% des membres du COMEX du CAC 40 sont actifs sur LinkedIn. Donc ça, c'est quand même une information à donner à vos patrons. C'est-à-dire, oui, vous ne voulez pas le faire, mais les autres prennent la voix. C'est un vrai terrain de jeu important, cette prise de voix sur LinkedIn. 53% d'entre eux publient au moins une fois par mois et 33% publient au moins 2 fois par mois. Donc non seulement ils sont actifs, mais ils sont très actifs sur LinkedIn. Donc ça, c'est déjà la première information. Ça fait partie du job, désormais. Surtout, et on va y revenir, surtout si vous êtes CEO de votre entreprise. Alors ensuite, ce qu'on voit, c'est que la prise de parole sur les formats se déplace un petit peu. On a de plus en plus des posts originaux parce qu'on peut être actif en faisant des reposts. Mais en fait, ça, c'est une fausse activité. Et en fait, on voit que de plus en plus, les dirigeants abandonnent ce format-là et s'orientent vers ce qu'on appelle les posts originaux. Et moins 8% de reposts entre 2024 et 2025. Alors, ils migrent vers des formats plus efficaces. Ça, c'est un sujet qu'on a pas mal développé aussi hier. En fait, si vous regardez le mix alors, la première ligne, c'est les formats des postes, c'est le mix des formats utilisés par ces dirigeants. Et la deuxième ligne, c'est la répartition des engagements. Et du coup, on voit que certains sont moins importants dans le mix et génèrent plus d'engagements. Alors, on va aller directement vers les bons formats. Les formats mosaïques et les formats vidéo sont des formats à privilégier. Ils surperforment. Ils sont plus efficaces en volume d'engagement qu'ils ne sont présents dans le mix.
Donc c'est deux formats vraiment très importants. On va y revenir de toute façon dans la dernière partie où on va regarder les tactiques concrètes qu'on peut mettre en place. Et les autres formats ont tendance à sous-performer. Alors, on ne conseille pas de pas du tout adopter les autres formats. Ce qu'on dit, c'est que, alors, ce qu'on appelle mosaïque, c'est les mosaïques de photos, en fait. Hein. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des carousels. Le carrousel a été le format star sur LinkedIn pendant des années et des années. Là, il a tendance à être éteint par LinkedIn. Voilà. Alors, selon vous, quel est le bon volume de posts à faire par mois ? On a vu tout à l'heure différents types d'activités. Est-ce que vous avez une idée de quel est le nombre de posts qu'il faut faire par mois pour un dirigeant? Pas plus de 3 par semaine, ouais. 2 par semaine. Alors en fait, on est beaucoup matrixé, pour prendre le terme de mes filles, hein, par ce qu'on voit quand on voit les conseils des influenceurs, entre guillemets, sur LinkedIn, etc. Si on parle de dirigeants d'entreprise, vous n'arriverez pas à les engager, surtout si c'est une entreprise un petit peu importante, de plusieurs centaines de personnes, sur des gros volumes de postes. Ça ne marchera jamais. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a en fait un sweet spot qui se situe aux alentours de 2 à 4 postes par mois. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphe? En fait, on a regardé la fréquence du nombre de postes sur l'année, enfin le nombre de postes publiés sur l'année, et le score d'engagement par poste. Enfin bon, c'est notre cuisine interne. On établit un score d'engagement qui est une somme pondérée des engagements, parce que tous les engagements n'ont pas la même valeur sur LinkedIn. Un like vous donne beaucoup moins de visibilité qu'un commentaire. Et en fait, on se rend compte que quand on ne publie pas beaucoup, on a une parole rare. Et là, à ce moment-là, on peut avoir beaucoup d'impact. C'est par exemple Jean-Laurent Bonafé, patron de BNP Paribas, 10 postes par an. Et chaque poste, président d'une banque systémique en Europe, chaque poste fait un carton incroyable. Donc ça peut être la façon d'amplifier en fait, un message important de l'entreprise. Mais quand on regarde les classements, il n'apparaît pas, parce qu'il a une part de voix qui est faible. Pourquoi? Parce qu'il ne publie pas assez. En revanche, quand on publie trop, eh ben, l'impact, c'est-à-dire l'écoute qu'on va générer sur chacun des posts, diminue, chute. On a par exemple, je vais le citer, est-ce que je le cite? Bon, un patron de banque, d'une autre banque, qui publie comme sur Twitter. Donc il publie énormément. Et ben en fait, les audiences n'ont pas le temps de suivre et de liker, de commenter, etc. ces posts. Et donc l'écoute baisse sur ces posts. Donc en fait, le sweet spot pour les dirigeants, c'est plutôt entre 2 à 4 posts. Et donc ça marche. Et aussi un truc important, c'est que ce sont les posts qui font augmenter votre communauté. On nous pose souvent la question comment on fait pour avoir de nouveaux followers, est-ce qu'on peut faire des campagnes, etc. Il faut poster. Et il faut poster, et si on met du paid avec le post, là on va pouvoir vraiment faire des bons en termes de communauté de followers. Alors maintenant, est-ce que tous les dirigeants, si on parle des dirigeants, on pourrait parler aussi des ambassadeurs, hein, ont le même poids dans l'entreprise? La réponse est non. Le DG-PDG, en fait, va générer 3,5 fois plus d'écoute, donc d'impact, de score d'engagement. Le score d'engagement moyen de ces postes va être 3,5 fois plus important que les autres personnes. Le DG-PDG, c'est un asset de l'entreprise quand on parle de communication et d'influence globale de l'entreprise. Donc la première des missions qu'on a tous, c'est de le faire parler. Et s'il ne veut pas, c'est un problème. Donc voilà, et en général, d'ailleurs, j'ai pas les stats, mais il a en général une communauté qui rassemble 42% de la communauté totale du COMEX. Donc c'est vraiment un asset important dans l'entreprise. Alors, les dirigeants sont influents, ils ont de l'impact quand ils publient, mais on ne les voit pas beaucoup passer dans notre feed. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi on ne les voit pas passer? Alors plus exactement, selon vous, alors ceux qui étaient là hier, vous le savez, c'est à peu près le même ratio. Quel est le ratio interne-externe des engagements suscités par les posts? Je vais reformuler la question. Quand un dirigeant poste, quel est le pourcentage de gens en externe qu'il va toucher, en externe à l'entreprise, selon vous? 10%? J'ai pas compris, pardon. 10? 15? Comment?
2%. Ah, ça, c'est pas beaucoup là. Bon, ben, vous êtes quand même beaucoup plus pessimiste que moi. Donc, dans le chiffre, c'est plutôt 20%. D'accord? Mais il y a une méthode pour les dirigeants pour augmenter ce chiffre. Et elle n'est pas connue, et c'est pour ça que je pense que c'est important de le dire. C'est de participer à des débats. Alors, typiquement, à gauche, on a un patron d'Airbus qui donne une news. On voit que la part d'externe qu'il touche, c'est de l'ordre de 24%. Et à droite, le même patron qui rentre dans un débat sur la conférence de Munich, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Vance qui avait fait tout son show, là, qui avait un peu tensé les Européens. Bam, 42%. Participer au débat, c'est une façon de vraiment de générer de l'engagement. Et on a d'autres exemples comme ça, avec Luca Di Meo, alors je crois que c'est l'époque Renault, à l'époque. Non, c'est Kering, c'est l'époque Kering. Où on voit à peu près les mêmes choses. Alors lui, il est sur un niveau d'externe, c'est une très grosse communauté, c'est parmi les plus grands influenceurs en termes de patrons, donc voilà, il est plutôt à 50%, mais la norme, c'est plutôt 20%, c'est plutôt ce qu'on a vu juste avant. Et effectivement, quand il rentre dans des débats, il arrive à monter ce score à 60%. Donc, participer au débat, c'est vraiment une façon d'avoir plus d'impact. Si on analyse les top 100 des postes les plus engageants sur le marché, pour les dirigeants du CAC 40, on se rend compte que 15% de ces postes sont relatifs au débat, 85% sont relatifs à des annonces. Mais les postes intégrants en fait, de l'analyse ont beaucoup plus d'impact que ceux qui n'en intègrent pas. En fait, ce qu'on attend de vos dirigeants, c'est qu'ils partagent de la vision. Vous voyez que les postes s'invitant dans les débats sont ceux qui génèrent en fait, les scores d'engagement les plus élevés en moyenne. Donc, on ne peut pas faire que ça. Mais les dirigeants ne sont pas dans une sphère en dehors du monde. Surtout que quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est en fait un métier qui est très apprécié, sur lequel il y a beaucoup de confiance en fait. Et donc il faut qu'ils puissent participer au débat. Et donc il faut les pousser à participer au débat du marché. Donc investir les débats nous semble être la tactique à adopter pour véritablement développer son influence au-delà des frontières internes de l'entreprise, globalement. Et ça marche. Alors là, je montre l'exemple d'un dirigeant qu'on accompagne qui a effectivement une croissance de sa communauté assez importante et qui fait beaucoup de ce type d'approche. Alors, juste un point pour dire qu'investir les débats, ce n'est pas simple. Il faut de l'expertise. C'est pour ça que nous, on a développé un réseau d'experts. Typiquement, si vous voulez vous inviter dans les débats sur l'IA, le problème, c'est que c'est un débat qui bouge tellement vite. Il ne faut pas y mettre les pieds sans avoir un petit peu de connaissances sur le sujet, d'où l'importance de faire appel à des gens qui potentiellement peuvent vous aider à le faire. Pareil sur tout ce qui est, alors on est en pleine session de canicule successive, allez faire un post sur le développement durable, vous allez voir comment vous allez être accueillis. Le terme développement durable, par exemple, c'est un terme miné. Vous ne pouvez pas l'utiliser quand vous êtes dirigeant. Donc, il faut savoir, il faut connaître les termes des débats si vous ne voulez pas de backslash. Et donc, c'est très important d'avoir en fait un fixeur, comme on dit dans le monde des journalistes, qui va vous aider à investir tel ou tel débat. L'expertise fait la différence. Juste un mot pour vous dire que tous les chiffres que je vous ai montrés, c'est issu d'un outil qu'on a, nous, qui nous permet de mesurer l'influence des entreprises et des dirigeants, qui s'appelle Smart Voice, et qui permet de sortir en fait autre chose que les KPI classiques, les vanity metrics qu'on a l'habitude de voir, mais qui nous permet de voir en fait ces informations vraiment sur le niveau d'influence. On peut aller jusqu'à notamment tout ce qui est en haut à droite, évaluer des parts de voix sur votre marché, de vos dirigeants, de votre corps de dirigeants par rapport aux dirigeants d'autres entreprises concurrentes. Alors, je termine avec des bonnes pratiques. Je vais essayer de garder quelques minutes pour d'éventuelles questions. Donc voici quelques bonnes pratiques qu'on recommande nous au vu des différents baromètres vu de notre observatoire de la leader advocacy. Donc le premier, c'est le plus difficile, mêler débat, vision, touche personnelle. Donc, si vous y arrivez, c'est très fort. Mais ça, il faut que le dirigeant
soient d'accord pour s'investir un petit peu dans ces postes. Mais donc là, on a deux exemples, d'ailleurs sur des sujets très similaires, de Christelle Henman de Orange et de Estelle Brachlianoff de Veolia, qui réagissaient en fait à une actualité sur donc la dirigeante de Polytechnique qui était interrogée et qui arrivait à mettre en perspective cette actualité avec leur parcours à Polytechnique, évidemment, et le fait qu'on manque de femmes dans les métiers scientifiques, etc. Bon, bref, et ce sont des sujets que L2 porte beaucoup au sein de leur entreprise et à l'extérieur. Donc on mêle vision, sujet personnel et débat. Là, à droite, c'est une photo d'Estelle Brachlianoff quand elle était à Polytechnique. Donc c'est vraiment quelque chose de personnel. Donc ça, c'est le premier sujet qui est, première approche qui peut être vraiment efficace, mais pas facile à mettre en place. Pas facile à mettre en place avec certains dirigeants qui n'ont pas envie forcément de mettre trop de personnel dans LinkedIn, mais pourtant, c'est ce qui marche. Ces deux postes-là étaient vraiment dans le top des top 100 des postes du CAC 40 l'année dernière, en 2025. Alors revenir sur la culture d'entreprise, c'est vraiment quelque chose d'important. Typiquement, voilà, on a Martin Bouygues qui a fait un carton avec une vidéo dans laquelle il explique c'est quoi les valeurs du groupe, pourquoi cet assemblage de sociétés qui semble quand même pas tout à fait cohérent. Et donc il remet de la cohérence tout ça et en expliquant les valeurs qui unissent le groupe. Et il y a eu un vrai élan porté par l'interne, mais aussi amplifié par l'externe. Un profil à suivre, peut-être que certains le connaissent déjà, Jean-Claude Legrand, qui est le DRH de L'Oréal et qui écrit lui-même ses posts. D'ailleurs, il fait pas mal de fautes. D'ailleurs, je crois qu'on en voit ici dans ce post, ou des problèmes de ponctuation, des choses comme ça, et qui joue l'authenticité. Voilà. Donc, je viens de changer ma photo de profil parce que il faut s'accepter tel qu'on est. Et évidemment, on le sait parce qu'on travaille avec eux, la thématique du vieillissement est très importante, alors pas exprimé comme ça, chez L'Oréal. Donc on joue aussi sur un des piliers de l'entreprise. Autre format, alors on l'a dit, les mosaïques, c'est de ça dont on parle. Les mosaïques sont très très efficaces pour les dirigeants. Et donc, investir le terrain, c'est quelque chose qui marche toujours. Alors, ça suscite de l'interne, enfin de l'engouement en interne, mais ça aussi permet de rendre visible. En fait, il faut voir votre dirigeant comme effectivement un projecteur qui va justement mettre en lumière certaines activités de l'entreprise. Donc, s'il y a plusieurs filiales, si vous avez effectivement des usines à tel ou tel endroit, ça c'est des démarches qui marchent très bien. Donc là, on a typiquement Luca Di Meo qui a fait le tour des ateliers quand il a pris ses fonctions chez Kering. La version américaine, c'est donc Jamie Dimon de JP Morgan, qui fait un tourbus aux États-Unis à la rencontre des Américains. Alors on est en jean, on est plus détente, on se tape dans le dos, on est américain. D'ailleurs, c'est très marrant, on a fait une analyse, nous, je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus détendu l'approche des Américains. L'approche des Français est quand même très corporate, et à tout niveau. Hein. Ce que je dis ici, on trouve vraiment les mêmes pratiques et les mêmes travers d'une certaine façon. Par exemple, avec les patrons des startups, on vient de publier à l'occasion de Vivatech un baromètre sur les dirigeants du SBF, du Next 120, du French Tech 120. Et voilà, on retrouve vraiment des approches très similaires à celles qu'on voit dans le CAC 40. Montrer les coulisses, je l'ai un peu dit tout à l'heure, ça c'est aussi des approches qui marchent très très bien. C'est un peu la même chose, hein. On est un peu sur la même idée via une série de photos. Ça marche très bien. Alors celui d'après est évidemment très important, manier le face cam. Il faut faire des face cam. D'autant plus que l'algorithme, alors on le disait hier dans la conférence d'hier, l'algorithme a fondamentalement changé et on va vouloir de plus en plus voir que le poste est porté par un humain et pas par un robot. Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous avez en fait le facecam mis en scène. Donc là on est sur les vœux fin d'année avec Luca Di Meo et avec des petites blagues, machin, etc. Enfin bon, voilà. On a le facecam sur le vif qui est sous-coté mais très performant. C'est sorti de conférence
On fait une vidéo rapidement avec mes takeaways, avec un téléphone portable. On n'a pas besoin de plus. Hein. Et les micros HF classiques qui se branchent sur les téléphones portables, c'est très bien. Ou des choses, alors encore une fois, à la cool, façon américaine. On est sur le patron de Visa et donc il vient à votre rencontre avec son café, il s'assoit derrière la table et il répond sur la vision de l'entreprise, les chiffres clés de l'entreprise, etc. Donc le FastCam, c'est un art. On va y revenir. Ajouter des concepts créatifs à sa prise de parole. Là, par exemple, c'est une réponse c'est donc Adrien Courret, qu'on accompagne, qui répond en Q&A à des vidéos, en Q&A vidéo, pardon, donc à des questions qu'on lui a posées, que l'ont posées les collaborateurs, mais pas uniquement les collaborateurs, aussi les gens à l'extérieur. Et on peut imaginer des formats, donc là, typiquement 5 minutes pour répondre à toutes les questions. Bien sûr, investissez des formats créatifs comme le podcast. De toute façon, la créativité va devenir essentielle pour se démarquer en leader advocacy. Ça, c'est notre vision. Tout le monde prend la parole maintenant. Donc, il faut que vos dirigeants prennent la parole. Mais ça ne suffit plus. C'est-à-dire qu'en plus, il faut le faire avec des formats qui vous font émerger. Donc, on a typiquement là, le podcast lancé par le patron d'AXA, qui interroge d'autres patrons, en l'occurrence ici, le patron de Publicis, Arthur Sanou. Alors après, vous pouvez toujours vous tenter sur une fausse bonne idée, mais que là, je vais vous montrer très bien réalisé. Donc, si vous faites ça, bon courage, c'est très très dur à faire. Le walk and talk, c'est souvent un format qui est demandé, qu'on a envie de faire. Donc là, c'est l'ancien Premier ministre britannique, et il se trouve au Parlement européen. Mais bon, c'est un format extrêmement difficile à exécuter. Donc je le montre plus en clin d'œil. Alors, ce qu'on voit, bien sûr, miser sur les newsletters LinkedIn. Si vos patrons ont des communautés, on l'expliquait hier, le format de distribution de la newsletter LinkedIn est juste fou. Et donc, c'est un format pour avoir de l'impact très fort. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et d'ailleurs, ça peut être couplé à un podcast. C'est ce que fait par exemple Ryan Rolansky, enfin l'ex, parce que maintenant, il n'est plus patron de LinkedIn. Il est monté chez Microsoft maintenant. Mais il fait son propre podcast, s'appelle The Pass. Et il en a fait aussi une newsletter qu'il envoie. Et c'est comme ça qu'il promeut son podcast, avec aussi des vidéos courtes qu'il met dans son feed. Donc ça, c'est vraiment un format extrêmement efficace à mettre en place. Se mettre en scène, là vous avez Alexandre Bompard, un exemple à suivre. Il utilise plein de formats très différents. Moi je vous conseille d'aller voir sa page. D'ailleurs on a un slide dédié à ce qu'il fait. Et il fait une vidéo pour montrer les nouveaux uniformes. Donc là on est plus sur une démarche d'employeur, enfin c'est plus tourné vers l'interne. Mais on va voir dans d'autres vidéos qu'il fait aussi des démarches tournées vers l'externe. Donc là, c'est pour montrer les nouveaux, non, c'est pas les uniformes, mais c'est les habits chez Carrefour. Je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, si pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez tenter le court-métrage humoristique. On a la patronne de Salesforce France à gauche. Et le patron je ne me rappelle plus de qui, de Columbia Sportswear, qui à droite, qui a fait un truc très très drôle. C'est vraiment. Alors vous aurez, si on vous a scanné, vous aurez les slides. Et lui il dit bon bah écoutez. Si vous êtes platiste et que vous arrivez à me convaincre que la Terre est plate, je vous offre ma société. Et donc vous aurez ça, ça, ça. Et il présente comme ça sa société. Et c'est une façon en fait marrante et un peu barrée de présenter son activité, d'expliquer ce qu'ils font. Allez, 2 derniers slides pour finir. Investir les débats. Donc là, on a un exemple effectivement d'un dirigeant qui rebondit sur des actualités. Il ne fait pas que ça. Mais quand vous êtes par exemple dans le secteur de l'assurance, évidemment, il se passe beaucoup de choses, la canicule, etc. rend difficile le modèle, difficilement tenable le modèle de l'assurance. Et donc, il faut peser notamment sur le pouvoir public. Donc, il y a une vraie logique de lobbying qui peut être mise en place. Et LinkedIn est une bonne place pour le faire, typiquement. Et évidemment, ça vous permet d'être très visible sur le marché et typiquement visible auprès des journalistes et d'être invité souvent. Les journalistes qui veulent, c'est des gens qui n'ont pas une parole lisse. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir une parole bold, c'est gagnant.
Et je termine avec un peu le même esprit, descendre dans l'arène, et donc encore Alexandre Bompard, et lui, il va jusqu'à débunker, ça c'est quand même très gonflé, hein, et on va voir que les dirigeants vont s'inviter dans la campagne électorale, en tout cas c'est notre pronostic. Il va jusqu'à débunker un rapport du Sénat pour expliquer que non, les marges des distributeurs indiquées dans ce rapport du Sénat sont fausses, et il donne les vrais chiffres, et donc il fait une vidéo de debunk à la manière des médias. Donc voilà quelques exemples inspirationnels. J'espère que ça vous a inspiré. Et je pense qu'on a encore 2 minutes. Ah, pas du tout, j'ai débordé. Pour une question, non? Alors, si vous avez une question courte, désolé. Hein, Tot Liederat. Lire la Suisse. En organique, c'est pas le cas. On a des informations supplémentaires quand on fait du paid. Non, le taux d'engagement qui vous est donné par LinkedIn tient compte de lire la suite en organique. Mais vous n'avez jamais cette donnée. C'est une donnée que vous n'avez jamais. Là, vous l'avez. Et donc, vous avez des informations supplémentaires et vous pouvez mesurer la vraie efficacité de vos contenus. On va rendre l'antenne. Et, et si vous avez des questions, je vais me tenir à l'extérieur et je serai ravi d'y répondre. Merci pour votre attention.